Bonjour à tous, l'objectif c'est de parcourir un petit peu le changelog de la 4.13. Donc, on l'a sorti il y a 3-4 semaines, je pense. L'idée c'est, juste avant, en préalable, on va faire une 4.13.1 parce qu'il y a eu vous avez sans doute vu passer la faille de sécurité sur Log4j sur lequel on est impacté. Donc, on a fait la montée de version de la partie Log4j. Donc, je pense qu'à mon avis, ce week-end, on va faire une 4.13.1 qui va intégrer ce correctif de sécurité, en plus des 2-3 correctifs qui ont été remontés côté Redoute et côté Leroy Merlin aussi. Ils ont remonté quelques petits bugs fixes. Donc, j'intégrerai dans une 4.13.1. Alors là, l'objectif, c'est de parcourir un peu les gros changements. Donc, comme d'habitude, il y a le changelog qui est disponible sur Git. Donc, on va se le parcourir et puis l'illustrer un petit peu, vous l'expliquer en montrant directement en partage d'écran dans l'outil. Alors, on commence par la partie bug fix. Donc, c'est pas grave. Alors, la première partie de la partie bug fix, c'est un petit correctif d'ergonomie. Donc, il y a souvent des sections de notification qui sont affichées dans Cerberus sur des actions qu'on soumet de manière un peu asynchrone. Et on avait des problèmes de layout qui faisaient que de temps en temps, le bandeau d'affichage était masqué par des informations, était masqué par des menus ou alors par certains composants graphiques. Donc, on l'a revu. Donc, je vous donne un petit exemple. Là, j'ai soumis une campagne. Donc, j'ai le bandeau d'affichage là. Et le souci qu'on pouvait avoir par moment, c'est que le bandeau d'affichage, il se faisait masquer par les en-têtes directement. Donc là, du coup, ce petit bug-là d'affichage a été corrigé et c'est un peu plus pratique parce que du coup, de temps en temps, il y a des informations importantes ou alors des boutons qui ne devenaient pas accessibles quand on soumettait l'information. Donc ça, c'est le premier. Voilà, une remontée ici côté Decathlon, il y avait des soucis sur le parsing d'objets JSON quand on récupérait des décimales. Donc ici, je vous montre un peu le cas de texte qu'on a enrichi en non-régression. Donc, quand on faisait un calcul de propriété sur un format décimal, je vais aller voir la dernière exécution. On avait un message d'erreur au moment du parsing de l'objet float. Donc voilà, donc ça a été corrigé. Donc, ici maintenant, si vous parsez en JSON pass des JSON qui renvoient des formats décimaux, donc ça sera bien interprété en décimaux et ça sera bien récupéré correctement. Dans le suite, notre régression là, c'était dans la sélection des campagnes. Quand on édite les campagnes, donc on va en prendre une ici. Donc dans les critères de définition, donc, pour rappel, on doit définir les critères du périmètre des tests que je veux retenir. Et il y a deux manières de faire, c'est soit par label, soit avec des critères additionnels. Sur les critères additionnels, le critère de type était plus fonctionnel. Donc, si vous rajoutiez un critère de prendre uniquement les tests de type automatisé, le filtre n'était pas appliqué. Donc ça aussi, ça a été corrigé. C'était lié à une refacto qu'on avait fait dans la version précédente de l'outil. Un dernier correctif ici que je partage avec vous, c'est dans la précédente version, on avait introduit la possibilité de mettre des variables aussi dans les descriptifs, dans les descriptions de step. Donc ici, j'ai fait un petit exemple avec un step qui reprend la variable de l'environnement dans lequel le cas de test est exécuté. On avait un petit souci qui faisait que quand on faisait une boucle en do while, donc là j'ai mis une boucle sans limite, donc il m'a fait une vingtaine d'itérations. La première itération, le décode de la variable n'était pas faite. Donc ça a été corrigé. Donc ça fonctionnait que quand je faisais une boucle. Donc le bug est impacté uniquement quand je faisais une boucle sur mes steps et c'est seulement la première itération où on ne remplaçait pas la variable. Donc voilà, donc c'est plein de petits bugs fixes. Alors on a traité aussi un ticket sur
Alors, c'était sur notamment la capacité de lancer des tests via Opera. Alors, je ne pense pas que beaucoup d'entre vous continuent à faire de l'Opera. Donc, mais bon, ça a été l'opportunité aussi de nettoyer la partie lancement de cas de test Selenium sur un certain nombre de navigateurs et d'être plus générique quand le navigateur n'est pas le navigateur un peu standard qu'on utilise en Chrome et Firefox. Donc, au-delà du nettoyage de l'Opera, on a refait une passe un peu sur les différents navigateurs via BrowserStack pour vérifier que les lancements se passaient correctement sur différentes versions et différentes déclinaisons de navigateurs. Voilà, je passe un peu vite sur les botfix, mais n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires ou des remarques particulières, profitez-en. Dans la dernière version, on avait aussi pas mal, on avait rajouté un service Cerberus qui permettait, quand on se mettait dans un contexte de CI/CD, à la fin de l'exécution de la campagne, on avait un certain nombre de demandes pour le fait de, quand on a fini d'exécuter la campagne, être capable de récupérer en format JSON un rapport d'exécution complet de la campagne. Donc, en fait, une version JSON de ce qu'on voit dans l'écran de récap d'exécution de campagne. Donc, il y avait une première version qui avait été faite, je vais la reprendre, qui avait été implémentée, qui était la V1 du service GetTagDetail. Donc, sur lequel c'était une première version qui avait été plutôt à l'initiative de Decathlon. Donc, on a retravaillé une nouvelle version pour ramener un peu plus d'informations. Il y avait un certain nombre de compteurs qui étaient en format chaîne de caractères et pas en format numérique. Et on a enrichi avec toute une série d'informations, la durée, on a mis directement le lien de la campagne pour pouvoir la consulter et donc utiliser le lien directement vers la campagne. Et on a enrichi pas mal aussi les objets exécution pour ramener un maximum de détails. Ça permet d'intégrer et d'alimenter potentiellement d'autres référentiels en fin d'exécution de campagne dans un contexte d'intégration continue. Voilà, donc comme d'habitude, hein, quand on fait des évolutions des services publics, donc on maintient le versionning. Ça veut dire qu'en montée de version, si vous êtes déjà branché sur la V1, ça ne changera rien. Du coup, il y a l'opportunité de basculer sur une version du service qui est un peu plus enrichie. Et pareil, dans les changelogs, on mentionne quand on commence à nettoyer les anciennes versions. L'objectif, c'est de donner la possibilité quand vous branchez sur des services en mode public, on va garantir les entrées-sorties du service pour que vous ne soyez pas embêtés en cas de montée de version de Cerberus. L'objectif étant quand même de migrer sur les versions les plus récentes des services, mais vous avez le temps de faire la migration progressivement. Et on notifie dans les changelogs quand on décide de nettoyer les anciennes versions et de ne plus les supporter. Ça permet, du coup, regardez bien le changelog à chaque montée de version. Parce qu'on mentionne clairement les services qui disparaissent au moment de la montée de version Cerberus. Non, je crois que ça doit être pas tout à fait la dernière. Si, je crois que c'est la dernière. Alors non, là, on arrive dans la section un peu des améliorations sur l'outil. Donc, on a rajouté quelques contrôles. Alors, notamment, on a eu des créations de certains invariants autour du pays, du système et de l'environnement, où voilà, des personnes qui avaient créé des noms de systèmes d'invariants qui dépassaient une limite autorisée. Donc, on a rajouté des contrôles pour garantir que quand on crée un invariant de type country environnement, il sera correctement supporté dans le reste de l'application. Ça veut dire que ici, on essaie de taper un caractère spécial, Cerberus va empêcher de saisir un caractère qui n'est pas forcément autorisé et qui ne sera pas bien supporté dans le reste du système. Donc, ça évite des mauvaises surprises, avoir créé des invariants qui ne sont pas bien gérés dans le reste du système. Donc, ça protège un peu l'utilisation de gens qui veulent mettre des noms un peu compliqués sur des systèmes, ou des pays ou des invariants. Alors, on a fait
pas mal d'efforts. Alors, dans cette version-là, on est en train de préparer pas mal de choses autour de la partie intégration et API. On avait un certain nombre d'API qu'on avait déjà publiés en mode public. On est en train de réécrire un peu les API et être capable de pousser l'information autour des API autour d'un Swagger. Donc les deux évolutions-là, elles sont un peu dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'on a revu du coup à la fois la documentation et on a revu un peu le menu de Cerberus pour intégrer une section développeur. Donc si on la parcourt ensemble, le menu reste inchangé. Ici, on a introduit une nouvelle section développeur, le menu Cerberus, dans lequel on va avoir accès à la liste des API publiques qui sont du coup affichés en mode Swagger. Donc, du coup, ici, on arrive ici sur les API publics qui sont déjà consultables et testables en mode Swagger. Donc, les API permettent de faire à la fois de récupérer les informations avec l'ensemble des endpoints qui sont supportés. Et il y a quelques use cases qui commencent à être possibles pour faire des posts directement sur des endpoints de test case. Alors, à noter que pour l'instant, ça reste un peu un mode bêta. On est en train de travailler une intégration avec des partenaires. Alors, on est en train de travailler une intégration avec un outil qui s'appelle Guest et une autre intégration avec un autre outil qui s'appelle Gravity. Donc, c'est deux outils chez Smart Testing, donc, avec qui on travaille ensemble justement pour affiner les use cases et le format de ces API-là. Donc, c'est une opportunité de commencer à regarder comment sont structurées les API. Je dirais pour 80%, elle risque de ne pas bouger, mais ça reste encore un mode bêta. Si vous l'utilisez, soyez conscient qu'il peut encore y avoir certains ajustements. La logique reste la même de ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que dans les informations qu'il faudra pousser pour appeler chacune des API, il y a la notion de version. Donc, de la même manière, on va versionner les API pour garantir la compatibilité et vous éviter de devoir faire des migrations des scripts autour de Cerberus en même temps qu'une montée de version de Cerberus. L'objectif, c'est de pouvoir décorréler les deux et que vous puissiez tranquillement monter de version Cerberus sans être en dépendance de refactor ou de réécriture de certains nombres de scripts d'intégration. Donc, du coup, sur chacune des API, il faut fournir la version de l'API que vous souhaitiez appeler et donc le versionning sera géré. Et en complément, il y a du coup la clé l'API key à renseigner. Donc ça ne change pas le fonctionnement des API existantes où il y avait déjà une clé à renseigner au niveau des entêtes leader HTTP. Donc ça continue à fonctionner sur le même mécanisme, avec également le même mécanisme que si je suis déjà logué sur la plateforme, je n'ai pas besoin de renseigner l'API key, je peux directement appeler l'API par son endpoint. Donc ça, c'est le menu de la partie API. Sur la partie développeur, je reviendrai tout à l'heure sur la partie webhook, un peu plus en détail. Et on a restructuré l'accès à l'aide en ligne, à savoir qu'on avait une énorme section aide qui contenait l'ensemble de la documentation de Cerberus. Donc là, on a commencé à la découper pour qu'elle soit plus lisible et digeste. Donc, on a fait une première section qui est plutôt orientée sur l'usage de l'outil. Donc, c'est là où on va retrouver les différentes fonctionnalités, le référentiel de toutes les actions disponibles, avec les paramètres qu'il faut passer. Donc là, on va retrouver tout ce qui est usage de tous les objets Cerberus. Et puis la deuxième va contenir plutôt des informations autour de l'administration, l'architecture, l'intégration d'outils Selenium, Appium, l'intégration avec les outils web et la définition des API et des webhooks qu'on a commencé à introduire dans Cerberus. C'est une documentation qui est plus à la vocation d'administration ou d'intégration, moins orientée usage. Donc ça permet d'avoir deux entrées de documentation un peu plus légères plutôt que d'avoir une grosse documentation. Et la dernière entrée qui est en cours de construction, on l'a initialisée, on en a renseigné certains, mais elle sera plus orientée sur des cas d'usage. On a eu via Slack pas mal des questions qui n'étaient pas tant dans l'usage en tant que tel, mais qui est plutôt
des cas génériques de je veux injecter des données sous forme de CSV, comment je m'y prends dans Cerberus. Et donc là, on va parcourir des cas d'usage un peu plus transverses sur c'est quoi les différentes étapes dans l'outil pour être capable d'implémenter un cas d'usage de bout en bout. Donc, on va retrouver des informations autour de la partie. Donc, là, on a fait les premiers use cases sur comment j'exécute à partir d'une instance SaaS mon test en local sur mon robot local. Des use cases autour de la partie connecteur SQL, CSV sur la partie data. Et après, tous les use cases CI/CD qui permettra de documenter comment je m'intègre à un GitHub Action, comment je m'intègre à un GitLab, avec les références des liens et des exemples sur lesquels on a déjà des exemples d'implémentation. Et puis une section notification, là. On va voir un petit peu ensemble, je vous montrerai 2-3 exemples d'intégration via les notifications. L'objectif, c'est, encore une fois, c'est communautaire, hein, donc on en a renseigné quelques-uns. Voilà, mais voilà, il y a encore un peu de taf pour les renseigner. L'objectif, c'était au moins de poser la structure et de rentrer dans un mode où, quand on a une remontée d'un use case, on enrichira la documentation au fur et à mesure sur une entrée orientée usage. Ici, on a rajouté le support de la partie drag and drop sur les applications FAT. C'est des applications en mode desktop. Jusqu'à présent, pour faire un drag and drop, il fallait le faire un peu à la main en faisant une succession d'actions. Donc là, on a intégré directement l'action drag and drop qui était déjà supportée dans le monde web. Hein. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous sans doute l'utilisent déjà en mode Selenium. Donc là, elle est maintenant aussi disponible en mode CQI FAT. Donc du coup, elle prend en paramètre un picture égale sur le premier élément et le drop sur le deuxième élément en picture égale. Et ça va automatiquement prendre le premier pour déposer dans le deuxième élément. La partie API, on l'a échangé ensemble. Et donc là, on arrive dans un des gros changements, enfin en tout cas des évolutions d'ouvrir un peu plus ce Cerberus aux outils tiers et aux outils externes. Donc, on a implémenté ce qu'on appelle la gestion événements et les hooks à l'intérieur de Cerberus. Donc, l'idée générale, c'est de se dire, donc non seulement on va développer et enrichir un set d'API qui permettra d'interroger Cerberus et lui soumettre des actions d'exécution ou mettre à jour du référentiel ou récupérer des informations, mais les hooks vont permettre de brancher, de faire le chemin inverse, à savoir que sur un certain nombre d'événements gérés par Cerberus, on va être capable de remonter une information en externe de Cerberus. Donc, le mécanisme global du fonctionnement, il y a une section de documentation qui explique le fonctionnement global des hooks. La première info, c'est qu'on a défini toute une série d'événements. Donc là, il y en a 9. Donc les événements correspondent voilà, comme son nom l'indique, à un événement qui va se passer dans Cerberus et qui sera trappé. Donc on a des événements de début de lancement de campagne, de fin de lancement de campagne. Donc celui-là correspond à une fin de lancement de campagne qui ne s'est pas bien passée, dans lequel le résultat ne serait pas positif. Alors que le campagne 1 va prendre indifféremment du résultat, va être généré à chaque fin d'exécution de campagne. De la même manière, on a un peu un équivalent à un niveau exécution. On peut, sur des exécutions uniques, se brancher sur un événement de début d'exécution. À chaque début d'exécution unitaire de Cerberus, on va émettre cet événement-là. Là, on va émettre à chaque fin d'exécution. Et celui-là, on va émettre uniquement après le dernier retry. Celui-là va garantir que sur une exécution donnée, si j'ai eu 3 retries, je recevrai uniquement le dernier événement quand j'aurai abandonné. Soit j'aurai abandonné parce que je suis arrivé à bout des retries, soit le test est bon du premier coup, il n'y a pas eu de retry. Donc, auquel cas, cet événement-là sera aussi généré. Et après, on a commencé à mettre des événements aussi autour de l'administration des cas de test. Donc, qui permet de se brancher sur des événements à la fois si je crée des cas de test, si je les modifie ou si je supprime des cas de test.
Et pour chacun de ces événements, on va être capable de générer, enfin de brancher ça sur des connecteurs. Alors, on avait déjà indirectement dans le contexte d'une campagne un connecteur sur la partie email et Slack. Donc là, on a enrichi les connecteurs sur une partie Microsoft Teams. On utilise Google Chat aussi et on a fait un connecteur générique qui permet finalement d'appeler une API et de transmettre à une API tierce externe un objet natif Cerberus lié au contexte de l'événement. Donc, si on regarde un petit peu, alors, quelques exemples, on va pouvoir déjà la documentation. Donc, elle est disponible dans la section administration de la documentation. Donc, il y a un chapitre autour de toute la partie Event Hook qui réexplique ce que je viens de spécifier un petit peu à l'oral, avec voilà, pour chaque événement le moment précis et la description de à quoi correspond chacun de ces événements. Et à noter que pour chacun de ces événements, on peut les conditionner avec des paramètres de filtre. Pour pas systématiquement, par exemple, si je me branche sur un événement de début d'exécution, je vais pouvoir filtrer et générer cet événement uniquement sur un folder de test données ou carrément à un niveau de cas de test. C'est-à-dire que je vais pouvoir finalement me brancher en notification. Si à chaque fois que mon cas de test est lancé, je vais pouvoir recevoir un email ou être notifié via SIAP que l'exécution a été soumise par Cerberus. Et dans la doc, on va retrouver, pareil, de la même manière, la partie connecteur qui explique dans quelques exemples des différents connecteurs qui seront disponibles dans l'outil. Alors, si on va prendre un petit exemple pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Alors, j'ai préparé, je vais prendre une petite campagne. Alors, on a deux manières d'administrer les événements. Donc, la première qui est identique à celle qu'on fait aujourd'hui. Donc, quand j'édite ma campagne, ici dans la section notification, alors, anciennement, j'avais un écran assez statique où je pouvais renseigner mes destinataires en termes d'email et en termes d'URL Slack. Donc là, l'URL a un petit peu changé parce qu'elle devient un peu générique sur l'ensemble des connecteurs que je branchais. Du coup, je peux en brancher, l'avantage, c'est que je peux en brancher autant que je veux en les activant et en les désactivant. Donc ici, j'ai possibilité d'activer ou pas les connecteurs. Ici, je suis dans un contexte de campagne, donc je peux brancher, je choisis l'événement sur lequel je décide de brancher ma campagne, soit au début, à la fin, soit uniquement quand la fin est KO. Ici, je choisis mon connecteur. Donc, comme on a vu, un email, Slack, Teams, Google Chat ou générique. Et ici, en fonction du connecteur que j'ai choisi, donc là, j'ai décidé d'envoyer un email sur mon email à la fin de la campagne. Mais à la fin de la campagne, je vais aussi pousser une notification via Slack et je vais m'envoyer un message en Google API. Et là, je me suis aussi envoyé un message via Teams. Donc là, je les ai toutes activées, donc je peux facilement les activer, désactiver temporairement si je veux changer une information. Là, je vais sauvegarder et on va juste lancer la campagne. Vous voyez un peu les messages que ça génère en sortie. Hop. Donc, j'ai lancé la campagne. Ça veut dire qu'ici, j'arrive dans ma section. C'est dans la partie non-régression où j'ai reçu la campagne. Donc là, on voit que du coup, via Slack, je vois ma notification de début de campagne et mon compte-rendu de fin d'exécution, ma campagne avec mon score CI. De la même manière, ici, sur ma messagerie, je viens de les recevoir, là, il est 13 h. J'ai eu, pareil, le mail qui notifie le début de ma campagne et le mail qui me liste ici la fin de campagne. Et de la même manière, donc là, c'est sur l'environnement Google Chat, le chat communautaire, où là, sur mon channel, j'ai de la manière que ce que je peux faire sur Slack, je peux gérer des webhooks et définir des URL. Donc, c'est cette URL-là, ici fournie par Google, que je peux configurer dans ma campagne. Et de la même manière, ici, je vais retrouver
mes derniers événements de ma dernière campagne il y a 1 minute qui s'est lancé. Et du coup, ici, de la même manière, m'a transmis le résultat avec un petit code couleur pour voir que tout s'est bien passé en fonction du score CI. Sur la partie Teams, je dois la voir ici. Oui, je pense que oui, ça s'est bien passé aussi. Donc, on voit pareil sur Teams ici l'événement de début de campagne et mon événement de fin de campagne avec systématiquement du coup le lien Cerberus qui me permet de retourner directement sur le résultat de ma campagne. Donc voilà, donc ça permet d'intégrer Cerberus plus facilement aux outils que vous pouvez utiliser, voilà, des outils standards du marché, mais aussi d'ouvrir pour les gens qui veulent sortir des informations en temps réel de Cerberus. Donc, c'est possible via le connecteur générique. Il va émettre les mêmes événements en sortie. Alors, du coup, pour administrer ces event hooks, donc la première manière qui est plutôt qui est limitée aux événements gérés à la campagne, on peut continuer à les gérer au niveau de la campagne. Et dans la section qu'on a vue de tout à l'heure, qui était dans le menu développement, là, on va avoir une manière de créer les points d'entrée et les hooks de manière beaucoup plus banalisée. Donc, dans cet écran-là, Event Hook, je vais retrouver la totalité des hooks que j'ai mis à un niveau campagne. Donc ici, on retrouve finalement la même information que j'avais dans les autres écrans, à savoir, j'ai des événements de fin de campagne qui sont générés, alors je crois que c'était cette campagne-là, où je retrouve ici mon hook qui correspond à l'envoi de mon email sur mon adresse perso. Ici, si je filtre uniquement sur cette campagne-là, je vais retrouver les mêmes événements que j'avais vu de l'autre côté, avec de l'email et du Slack. L'avantage de cet écran-là, c'est que je vais pouvoir créer des hooks, mais en dehors d'un contexte de campagne. C'est-à-dire que là, je retrouve finalement, en termes d'événements, les 3 événements que j'avais qui étaient gérables au niveau de la campagne, mais je vais pouvoir ici être plus générique et configurer des hooks sur des débuts d'exécution, fin d'exécution, les événements qu'on a vus tout à l'heure. Si je veux rajouter un hook, c'est aussi simple que dire à chaque début d'exécution, je m'envoie un email. Et ici, je vais mettre mon email pour générer directement le connecteur. Et comme j'ai mis aucune information de filtre, si je le retrouve, j'ai renseigné aucune de ces clés-là. Ça veut dire que là, systématiquement, à chaque début d'exécution, il va envoyer un email sur mon email Cerberus Testing. Si on peut s'amuser à faire un petit test en relançant la campagne. Je vais relancer la campagne. Voilà. Donc forcément, je me fais un peu bombarder d'emails parce que je vais du coup recevoir un email à chaque nouvelle soumission d'exécution. Là, forcément, dans la campagne, je crois que je dois soumettre 4 exécutions. J'ai les ID d'exécution qui ont été soumises à chaque fois et à la fin de la soumission de la dernière exécution, j'ai la campagne complète. Donc, dans le cadre d'une notification, c'est effectivement, c'est un peu violent, entre guillemets. L'intérêt, c'est plutôt de sortir la donnée dans un système de log ou dans un système de référencement en temps réel, d'être capable de faire des reporting ou alors de réagir sur d'autres informations en cas d'exécution KO ou en cas de campagne, sans devoir tirer périodiquement l'information directement dans ça. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette notion de hook. Est-ce que c'est clair? Coucou. Bonjour, c'est Peggy. Bonjour Peggy. Ça va? Ça nous a beaucoup intéressé la partie hook. On regardait en parallèle le sujet. Du coup, on va le tester, je pense, juste après.
On avait une question par rapport donc, aux notifications, aux événements que vous faites sur la partie test case, création, suppression, modification. Est-ce qu'il est possible de faire ce même type d'événement sur les librairies, par exemple, qui sont assez structurants puisqu'ils impactent plusieurs test cases, je ne sais pas, c'est une question, les librairies, les campagnes ou autres, je ne sais pas. Est-ce que c'est possible? En fait, aujourd'hui, on a créé les événements qui nous paraissaient être les plus pertinents. Après, l'objectif, aujourd'hui déjà, si tu te branches sur des événements de création, modification et delete, Cerberus va te renvoyer l'objet test case complet. Donc, du coup, tu peux voir dedans si ça impacte une librairie ou pas. Après, à voir si effectivement. Nous, c'est dans l'autre sens en fait. C'est parce qu'en fait, on a eu des incidents où quelqu'un a modifié une librairie, on n'était pas au courant et ça a créé de la casse. Donc, l'objectif, c'est que quand il y a une modification de librairie, tu sais, puisque c'est assez structurant, on puisse être averti par notification. Attention, ta librairie a été modifiée. Comme ça, on est sûr que tout le monde est au courant que cette librairie a été touchée, même si normalement, le gars qui fait la modif est censé savoir ce qu'il fait. Et voilà, c'est juste parce que cet objet-là en particulier nous a causé quelques soucis et on essaie de sécuriser les modifications autour de la librairie en fait. Ouais, du coup, il faudrait créer. Donc là, en fait, on a créé la structure pour gérer les événements et faire de la notification externe. Donc après, rajouter un événement, c'est plus très compliqué. Mais je pense que on créerait effectivement un nouvel événement qui, du coup, se déclencherait que quand on modifie une step de type librairie. C'est ça, ouais. Et après, avoir l'objet qu'on sort en disant, on peut très bien même imaginer de se dire, quand je modifie une step en librairie, je sors la liste des cas de tests qui, du coup, sont potentiellement impactés par la modification de la librairie. Ce serait top, ça. Ouais. Ce serait top. Voilà, la structure est prête pour faire ce genre de choses. Après, c'est la créativité et la pertinence des événements qu'on souhaite gérer. Ouais. Non, on est bien d'accord sur le. C'est pour ça que moi, c'est surtout la librairie update, puisque on a eu quelques incidents et c'est une partie qu'on souhaite sécuriser en fait. Donc, et je peux si tu es d'accord, je peux te créer un ticket Git. Enfin, je peux vous faire vas-y. Ouais. Ce serait un truc du style, on ferait un test case librairie update. Bon, après, si je suis la seule à demander, c'est tout. Hein, mais, non, mais après, ça ne me paraît pas idiot, hein, mais effectivement, ouvre le ticket, puis on ouvrira la discussion. On va t'ouvrir ça. Ouais. Même pourquoi pas voir la possibilité de créer des hooks en sélectionnant dans un select le type d'événement, création, mise à jour, ensuite le type d'objet qui est impacté, test case, campagne, librairie, etc. Et en fait, pouvoir construire soi-même son webhook, en fait. Il y a quelque chose de modulaire. Ouais. Après, il faut trouver un compromis entre la simplicité et le cas d'usage, parce que ça dépend ce que tu veux en faire derrière. Et c'est pour ça qu'on a fait un connecteur générique, parce qu'on ne va pas pouvoir prendre en charge la totalité des règles un peu spécifiques de je veux réagir si c'est telle personne qui a modifié tel cas de test entre telle heure et telle heure. Ça va être compliqué de faire des… Mais par contre, ce qui est faisable, c'est tu te branches sur la mise à jour de n'importe quel cas de test sur un connecteur générique, et après tu reçois le JSON et là tu mets la règle que tu veux. Et ce que tu veux, tu reçois le JSON du nouvel objet et là tu prends ta décision en fonction de la nouvelle data. Okay. Donc le générique, c'est pas par rapport à je suis pas email, Slack, Teams, Google Chat, c'est vraiment je custom que je veux en sorte, c'est ça? Ouais, non, générique, c'est ici par exemple je fais une campagne, donc je me branche sur une campagne A, sur cette campagne-là. Donc ça veut dire qu'à la fin d'exécution de cette campagne-là, Cerberus va faire ça. Donc là, il envoie un email à cette liste de distribution-là. Si tu mets générique, là, ici il faut que tu renseignes un endpoint, mais chez toi. Donc ici tu vas mettre un truc du style api.redoute.fr, j'imagine, / Cerberus. Et donc Cerberus, il va appeler cette API-là
D'accord. en poussant un JSON qui correspond au contexte de l'événement que tu as envoyé. Donc, si c'est un campagne end, il va envoyer le tag avec toutes les informations de la campagne sur cette API-là. Ok. Après, charge à vous d'écrire le service qui va récupérer cet objet JSON et qui va faire ce que vous voulez faire avec. Ah, non, mais c'est intéressant. Et donc, ça ouvre Cerberus à une intégration en mode événementiel. Donc après, ça peut être, j'appelle un service qui pousse dans une queue Kafka. Enfin, on n'a pas mis de connecteur Kafka, d'ailleurs, on s'est posé la question. Pour l'instant, on ne l'a pas fait. Parce que c'est ce qu'on cherchait à faire. Mais ça, c'est complètement envisageable. C'est-à-dire qu'ici, il y aura un générique sous forme, ça sera un générique HTTP. Et après, on peut faire un générique Kafka. Et là, tu spécifieras la target et le topic Kafka. Et il va pousser l'événement dans un format, un format générique Cerberus. Après, libre à vous de faire ce qu'on veut avec. Ouais, c'est top ça. Mais c'est bien d'avoir les use cases et de les partager parce que si c'est des use cases que tout le monde a envie de faire, je pense qu'on les intégrera dans des connecteurs standards. Si par contre, c'est des trucs très particuliers, vaut mieux passer du générique et se brancher sur un événement qui sera beaucoup plus large que ce que vous voulez. Et après, à vous de filtrer et de réagir que ceux sur lesquels c'est pertinent de réagir. Okay. Mais c'est toujours bien de le partager parce que ça permettra aussi d'enrichir, soit créer des nouveaux événements, soit créer des nouveaux connecteurs à partir du moment où on se dit oui, ça a du sens, pas que pour Redux. Ça marche. Merci. Est-ce qu'on a prévu d'autres? Je crois que c'est tout. Donc la dernière partie, c'est les Shadow DOM. Benoît, je ne sais pas, tu te prends le relais. Comment tu veux qu'on fonctionne? Ouais, je peux en parler. Enfin, tu peux garder la main hein, si tu veux. Ouais. Donc, c'était un souci remonté par le roi Merlin, mais je pense qu'il est partagé dans de plus en plus d'entreprises. Donc, c'est être capable de tester des applications web qui contiennent des web components. Donc, typiquement, si vous avez des applications Salesforce ou SAP, par défaut, finalement, vous récupérez en tout construit, on construit à la fin, on consolide une application avec Web Component. Et alors, comment est-ce que vous l'identifiez? En parsant le DOM, vous avez des pans entiers, enfin des composants qui sont derrière des shadow routes. Donc, comme vous voyez là sur la petite copie d'écran. Et donc, quand vous avez des shadow routes, un peu comme dans une iframe, en fait, Selenium n'est pas capable de parser nativement ce qui est à l'intérieur. Donc derrière, même si vous avez des ID ou des choses bien propres, donc là par exemple, derrière le shadow root, j'ai ajouté un bouton Add to Basket, là, derrière sur un ID. Si vous utilisez dans Cerberus ID égale Add to Basket, vous n'aurez pas de result. Peu importe, l'XPath, vous pouvez construire ce que vous voulez, vous n'avez pas de result. Donc, on a ajouté un nouveau type de sélecteur, un nouveau type d'identifieur, pardon. Vous avez ID égale, XPath égale, enfin, tous ceux que vous connaissez. Donc, on a rajouté query selector égale. Donc, c'est une autre façon de déterminer ou de choisir des éléments via JavaScript. Alors, après, Cerberus exécute une série de commandes JS parce qu'en fait, on récupère l'élément finalement en descendant dans le DOM. Mais ça, vous n'avez pas à le faire manuellement. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écrire finalement l'ensemble des parents, donc sous ce langage query selector, jusqu'à arriver sur l'élément cible. Donc là, typiquement sur l'exemple, le bouton Add to Basket, dans Cerberus, vous mettez query selector égale, donc hashtag pour démarrer sur un ID. Si vous n'aviez pas d'ID, ça aurait pu être div entre crochets name égale, et vous mettez le nom, ou classe égale. Donc là, il y avait un ID, donc c'était simple. Donc hashtag shadowroot product host, qui est l'élément qui est juste au-dessus du shadowroot. Le double chevron qui spécifie à Cerberus, vous descendez dans ce contexte. Et derrière, hashtag add to basket. Donc l'élément ID add to basket. Mais à cet endroit-là, pareil, si je n'ai pas d'ID, je peux mettre button. Si j'ai qu'un bouton, il me le ramènera, ou name, ou filtrer sur la classe. Enfin, c'est un peu moins flexible que le XPath, mais on a quasiment toutes les fonctionnalités.
Et donc, j'ai fait 2 petits exemples dans Cerberus. Donc, sur une petite application, voilà, maison. Bah, tu peux l'ouvrir aussi, Benoît, si tu veux. Il y a l'URL, ouais. Donc, une petite application. Donc, si tu édites le DOM, bah, tu as du Shadow DOM. Donc, pas sur le premier élément. Le premier élément, c'est directement dans la page. Mais effectivement, vous voyez que vous avez voilà, Shadow Root Customer, par exemple. Et dedans, vous avez voilà, du Shadow Root. Et donc, quand on lance un test, donc si on revient sur le cas de test, hop, j'ai fait donc un test. Donc, le premier où j'ouvre l'application et je clique sur ID égale login. Donc, on voit que l'élément est bien présent. Quand on exécute le cas de test, Selenium ne peut pas le retrouver. Sur le test OK, hop. Donc, sur la partie Shadow Root Customer, la première étape, en fait, voilà, Query Selector, Shadow Root Customer, chevron login. Cerberus l'a retrouvé et l'a rempli avec le nom, avec la valeur souhaitée. Ouais, et ça, c'est des technos qui sont utilisés. SAP et Salesforce utilisent ces technos-là. Donc, ça devient bien répandu. Ouais. Ça commence à être répandu. Ce qui se passe sans doute, c'est qu'au moment où le navigateur charge le DOM, la partie qui est en dessous de Shadow Root, elle n'existe pas. Donc, c'est pour ça, à mon avis, que Selenium ne la voit pas et ne la trouve pas. Et pour pouvoir la voir, il faut forcer une interaction. Donc, ce que fait Cerberus, c'est qu'il boucle en JavaScript pour forcer le chargement complet du DOM et être capable de taper dedans. C'est ça, un Benoît. Ouais, à chaque fois, il descend. En fait, techniquement, on split par double chevron. On focus un peu à l'image d'Uniframe, en fait. Hein, on focus sur l'élément. Donc, on force le contexte. Enfin, on force à Selenium ce contexte-là, qui lui est effectivement, comme tu dis, invisible au démarrage, puisqu'il reçoit assez rapidement un ordre comme quoi la page est chargée, alors que la page est vide. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des objectifs d'implémentation de tests SAP Salesforce. J'imagine que tes redoutes, ça va sans doute pas tarder. Pour l'instant, on ne nous l'a pas mis dans notre scope, mais j'aimerais bien faire un petit POC du coup. On va expliquer juste une petite interface pour tester cette feature du coup. Mais pour l'instant, ils nous ont demandé de ne pas faire de test sur l'interface SAP. Ouais. En tout cas, vous savez que si vous voulez en faire, c'est possible. On fera un petit POC pour nous, dans tous les cas. Ouais, c'est ça. Pour s'essayer et vous faire des remontées, du coup. C'est intéressant. Carrément. Nickel. On a fait le tour des changements de la 4.13. Donc, encore une fois, on va faire une 4.13.1 là, dans quelques jours pour l'histoire du Log4j. Ça vous permettra de monter. Et puis, les quelques retours qu'on a eus, notamment côté Redoute, là, on a fait quelques améliorations, quelques fixes. Et on en a eu aussi quelques-uns côté Leroy Merlin, c'est plutôt de l'amélioration. Donc, ça permettra d'avoir une 4.13.1 disponible rapidement. Et après, donc juste pour partager avec vous aussi ce qui arrive après, on est en train, alors maintenant qu'on a un système de hook et sur lequel on renforce la partie API, donc c'est l'enrichissement des API pour arriver au bout de l'intégration des outils comme Jest et Gravity. Et en parallèle, on a l'intégration Jira, là, qui va plutôt nécessiter des hooks. Donc, on est en train de travailler notamment avec GL et ADO qui souhaitent s'intégrer à Jira X-Ray, donc sur lequel on discute un peu des use cases d'intégration pour faire quelque chose de propre et d'intégrer entre les deux outils. Donc ça, c'est les gros sujets. Après, on a aussi le support d'Avro sur Kafka, qu'on est en train de tester. Et on a aussi le support des applications Flutter. Il y a une nouvelle techno Google pour faire des applications multi-device de manière complètement intégrée. On code une fois l'application et on la
déploie sur différents devices. Donc, pareil, on est en train de… C'est à nouveau des applications qui ne sont pas directement prises en charge par Appium. Il faut rajouter un petit peu de surcouche pour le supporter. Et l'intégration dans un environnement Azure DevOps? Alors oui, alors le plugin Azure, on l'avait fait avec un de nos utilisateurs SaaS, mais en fait, lui, il l'avait intégré avec la succession d'appels API, parce que l'intégration, elle est vraiment pas compliquée. Enfin, pas compliquée dans le sens où il avait écrit directement le petit script Azure qui faisait la soumission de campagne et qui faisait la boucle pour la récupération du résultat. Il faudrait qu'on essaye à la limite de récupérer ce script-là et qu'on le mette à disposition de la communauté. D'accord, très bien. C'est vrai qu'il y a les connecteurs sur la marketplace, mais honnêtement, c'est hyper lourd. Tout le bundle.NET Microsoft pour publier, c'est un cauchemar. C'est vrai que avec un template de pipeline, ça se fait rapidement, enfin, avec le petit bout de code, quoi. Il faudrait qu'on le récupère et qu'on le mette à disposition. Ou si tu as l'occasion de l'écrire, tu nous pousses, on le mettra à disposition de la communauté et puis on sera content de te le corriger, de l'améliorer. Je suis au tout début, mais je vais y contribuer dans quelques mois. Ouais. Par contre, j'aurais besoin d'une idée aussi sur les POC. C'est quoi généralement un POC avec Cerberus? C'est plutôt 5-7 jours ou plutôt 10-15 jours? Si on vous dépend un POC, par exemple. Alors, si tu veux faire un POC, moi, ce que je te conseille, c'est demande une instance en mode trial. Parce que ça, c'est voilà, en quelques jours, tu as ton instance et tu n'as rien d'autre à faire. D'accord. Après, si tu as des cas de tests précis que tu es capable de décrire un petit peu, on peut faire 2-3 premiers tests avec toi pour te montrer comment ça fonctionne. Et après, ça dépend de ce que tu veux mettre dans ton POC, mais ça va hyper vite parce que toute la partie installation, elle est déjà disponible en SaaS. Donc après, il suffit d'écrire les premiers tests et de les lancer. Donc ça va généralement hyper vite. Là, dans le cadre de mes premiers contacts avant-vente, en fait, donc si je veux savoir en termes d'avant-vente, est-ce que je me prononce, j'aurais certainement besoin de votre aide au début, mais je me prononce pour pas séduire le client, mais essayer de montrer quelque chose au client sur des petits POC de 5 à 7 jours. On peut faire quelque chose, j'imagine, ou ou plus des POC classiques, 10-12 jours. Quoi. Non, enfin, si ton objectif, c'est de faire une campagne avec 3-4 tests sur des technos un peu différentes pour montrer que effectivement c'est facile à faire, non, c'est quelques jours, enfin, c'est quelques heures en vrai. Après, tout dépend de la complexité du test que tu veux écrire. Si tu le contexte du client, en fait. C'est ça, parce que l'outil… l'outil permet d'aller vachement loin sur la gestion des données de test en mode dynamique avec des configurations. Mais si c'est, je pense que le POC, c'est plutôt l'objectif de montrer que l'automatisation, elle est facile à faire. Et après, quand on implémente, on se pose un peu surtout la faisabilité, en fait. Montrer la faisabilité c'est ça. Au contexte du client, quoi. D'accord, ça marche. Donc, moi, ce que je te conseille, fais une demande d'instance trial si tu ne l'as pas déjà fait. Et puis, un petit mail sur l'email de contact pour nous, si tu as en tête les URL du site que tu souhaites tester ou de l'appli que tu veux tester, et on t'aidera à faire un POC. Super, très bien. Nous, ce n'est pas un effort monstrueux. Ça roule, merci. Avec plaisir. Je suis en contact avec Antoine de toute façon là-dessus, mais avec plaisir. Nickel. J'ai une petite question par rapport à Kafka Avro et du coup Flutter aussi. C'est quelque chose qui va arriver dans la 4.14 du coup ou encore plus tard? Alors, Avro, on a fait une première bêta sur laquelle on attend un retour pour voir si ça fonctionne ou pas. Côté ADO? Ouais. Donc, dès qu'on a le retour, si ça fonctionne bien, il n'y a pas énormément de choses à faire. Donc, oui, j'espère bien on sera capable de le faire en 4.14 facilement. Flutter, on est au tout début, on n'a pas encore trop regardé. Donc, ça n'a pas l'air très compliqué. Le seul point d'interrogation, c'est la librairie Flutter. Elle ne semble pas être standardisée sous Maven. Donc, ça, il faut qu'on regarde comment on est capable d'intégrer. Mais pareil, ça ne semble pas être un sujet énorme. Ok.
Et la partie Avro, c'est Marc ou Pauline qui doivent faire un retour côté ADO? Non, c'était qui? Je ne saurais plus te donner le nom. Je crois, avec Marc, on avait eu l'échange, c'est sûr. Et après, Ok, il y ça avait marche. une personne. Il y avait une personne côté Kafka, je ne saurais plus te donner son Ça nom. marche. Bah, je verrai avec Marc du coup. Ouais, Merci Marc, beaucoup. il a les contacts. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a fait le tour. Super. Ben, on peut conclure la séance et ben, merci à tous de votre présence. Merci des échanges et des retours. N'hésitez pas, si vous n'avez pas déjà fait, faites un star sur GitHub. On est presque aux 200 stars. Donc, je pense que On va mettre le lien. si vous ne l'avez pas déjà fait, vous allez sur GitHub, vous créez un compte, vous appuyez sur Star. Ça nous permettra de passer la barre des 200. Il y a le lien dans le chat. Voilà. Super. Et voilà, ouais. Et puis, n'hésitez pas à créer des tickets sur GitHub et échanger. Si vous n'êtes pas sur Slack, dites-le nous aussi, on vous rajoutera sur la communauté. Et si vous avez des idées, voilà, remontez-les nous. L'outil est communautaire, hein, donc toutes les bonnes idées sont bonnes à prendre et on aime bien s'enrichir de vrais cas d'usage et de vraies problématiques d'automatisation de test. Voilà, ben, je vous souhaite un bon après-midi à tout le monde et à bientôt à tous. Merci beaucoup. Bon après-midi. Merci. Au revoir. Bon après-midi. Salut. Merci, salut. Ouais.